Bonjour les sixièmes, nous allons travailler aujourd'hui sur notre correction d'exercice que vous aviez à faire sur la révolution néolithique. Si vous vous souvenez ce qu'on a fait précédemment, nous avons étudié la photo d'un village néolithique avec les différentes évolutions qui ont été faites d'un point de vue technique, avec l'usage de nouveaux matériaux comme le bois, la construction de maisons solides, la construction de bâtiments sur pilotis, des éléments défensifs comme des ponts ou des passerelles qui relient les différentes plateformes sur l'eau pour gagner de la place. On avait vu les palissades d'enceinte qui permettent à la fois d'éviter que des ennemis ne rentrent ou de stocker des animaux chassés pour faire une zone de chasse à toute saison. On a vu la création de tours de guet, c'est-à-dire qu'il y a énormément de changements dans le mode de vie des hommes au néolithique. L'exercice que vous avez à faire, c'est justement une comparaison entre la vie au paléolithique et la vie au néolithique. Donc je vous invite à vous armer de votre fiche. Vous avez normalement fait vos exercices au crayon de papier. Donc là, on va pouvoir faire la correction à l'oral et vous aurez plus qu'à recopier sur Pronote par la suite. Allez, je vous laisse prendre vos affaires et c'est parti. Je vais ici à faire une étude de doc. Donc quand on fait une étude de document, la question ne se pose pas. Dans un premier temps, je lis systématiquement les questions. Ici, vous en avez trois. Soulignez en bleu les trois activités favorisées par la révolution néolithique. Deuxième question, quand a lieu cette révolution néolithique? Et enfin, on va vous demander de définir un mot encadré. Dans un deuxième temps, bien sûr, je lis le document et je cherche la source. Le document est ici à gauche. La source, on voit qu'elle est tirée d'une parution historique qui vous parlera de l'Euphrate à la Chine. Nous y reviendrons par la suite. Alors, si je commence mon travail, je sais depuis l'intitulé de l'exercice, c'est ce que le prof vous a déjà prononcé, que vous aurez à faire une comparaison. Une comparaison entre la période précédente que nous avons vue, le paléolithique, et donc ce fameux néolithique, le nouveau thème. Et ce qui va nous aider un petit peu dans notre document, c'est que nous avons deux paragraphes. Pour faire une comparaison, c'est d'autant plus simple. Le premier paragraphe, généralement, parle de ce qui était auparavant. Le deuxième paragraphe parlera de la nouvelle période. Donc, si je reprends ma question 1, quelles sont les activités favorisées par la révolution néolithique? Je ne vais certainement pas chercher mes réponses dans le premier paragraphe, même si elles semblaient évidentes avec cette idée de cueillette, chasse et pêche. Ça, c'est ce que nous avons déjà vu pour les populations nomades qui se déplaçaient à l'époque du paléolithique. Dans la deuxième partie, là, il va y avoir un petit souci. Si vous regardez bien, on vous explique, selon une période, qu'une façon de vivre va changer. Donc là, c'est un indice. On va vous parler de l'agriculture, notamment de la famille des céréales, de l'élevage, du tissage et de la poterie. Ce qui nous fait 4 activités. Donc en théorie, la première idée serait de se dire, ça ne peut pas être ça. Et pourtant, si je réfléchis, ça fonctionne. Si je dois souligner en bleu, ça veut dire que ma première activité sera l'agriculture pour avoir de la nourriture. Je fais pousser de quoi manger. Deuxième activité qui survient à cette époque, l'élevage. On en a parlé dans l'activité starter. On va d'abord capturer des animaux pour les mettre dans des zones de chasse, notamment parquées, et puis on va faire du tri dans ces animaux et commencer à en faire quelque chose. Les habituels êtres humains, choisir des animaux en fonction de leur docilité, de leur utilité. Et puis il y a cette notion de tissage et de poterie. Le tissage, c'est la capacité de faire ses propres textiles, soit avec des fibres végétales, soit en se servant de particularités animales. La fourrure, les poils, la peau, tout un tas de choses. La poterie, c'est l'activité de faire des pots, comme son nom l'indique, avec normalement de la terre cuite qu'on fait chauffer. Ces pots sont utiles, un, pour être un contenant qui permet de ne pas avoir besoin d'aller chercher de l'eau systématiquement, on peut la stocker un petit peu, et aussi de mettre des choses à l'intérieur, notamment de la nourriture, pour la protéger des parasites. Mais si je réfléchis bien, le point commun entre ces deux activités, c'est qu'elles sont faites par la main de l'homme. Et c'est ce qu'on appellera l'artisanat. Donc, si je réfléchis bien, mes trois activités, je soulignerai d'abord le mot agriculture, puis le mot élevage. Et comme ici j'ai surligné, je vais souligner les deux mots ensemble pour montrer qu'il y a un lien. Et si le professeur me demande, j'explique que c'est l'artisanat, la troisième chose. Deuxième question, quand a lieu la révolution néolithique? Là, c'est évident, c'est marqué dès le début, entre 10 000 et 7 000 avant Jésus-Christ. Je reprends cette information. Bien sûr, je pense par faire une phrase, même simple. Donc je pourrais écrire, elle a lieu entre 10 000 et 7 000 ans avant Jésus-Christ. Nous sommes au début du chapitre, donc je l'écris en toutes lettres. Et après, je pourrais mettre AVJC. Ou alors tout de suite, j'aurais pu faire entre moins 10 000 et moins 7 000. Personnellement, je vous conseillerais plutôt de mettre moins 10 000 et moins 7 000 pour bien montrer que vous faites bien la différence, le lien entre les deux informations. Enfin, définissez le mot encadré, le mot sédentaire. Alors, trois facilités. Soit vous allez dans votre manuel,
soit vous cherchez dans un dictionnaire, bien entendu. L'autre facilité, en géographie, nous avons déjà vu ce mot. Ce mot de sédentaire, c'est l'inverse d'être nomade, c'est posséder un habitat fixe. Pourquoi les hommes désormais peuvent avoir un habitat fixe? Puisque désormais ils ont de l'agriculture et de l'élevage, ils ont donc de quoi se nourrir proche de toute l'année. Ils peuvent faire aussi des stocks, donc ils n'ont pas besoin de suivre les troupeaux ou de suivre les différentes plantes selon leur évolution. Une fois que vous avez fait ça, vous pourrez aller voir sur Pronote, vous avez le corrigé exact de ces trois éléments-là, et nous pourrons passer au texte, le texte à trous, qui va suivre avec le cours finalement, qui sera une synthèse de tout ça. Je vous retrouve tout de suite avec la suite. Au final, avec tout ce que nous venons de voir, nous voyons que la population néolithique possède beaucoup plus de nourriture à proximité, soit avec des plantes qu'elle fait pousser, avec différents tests, avec des tentatives qui marchent plus ou moins bien, mais qui permet de voir que, notamment en Europe, ce sont les céréales qui deviennent les plantes dominantes, puisqu'elles fournissent suffisamment de nourriture en quantité suffisante pour devenir une culture peuplante, comme nous avons vu en géographie pour le riz. Nous avons vu aussi que le début de l'élevage permet d'avoir des animaux, ce qui fait qu'on a un apport protéiné animal, que tout ça permet de s'équilibrer pour qu'on ait suffisamment de nourriture toute l'année. Et l'usage de l'artisanat permet et de se réchauffer et surtout de stocker la nourriture et stocker l'eau sans avoir besoin de se déplacer en permanence. Donc si on est logique, on n'a plus besoin de se déplacer. Les villages peuvent commencer à se développer petit à petit. Et les populations, avec suffisamment de nourriture, d'une part, sont en meilleure santé, vont en plus pouvoir augmenter puisqu'on pourra avoir un surplus de population sans trop de problèmes. Donc les différents villages vont se développer, vont se structurer, notamment dans la région du croissant fertile. Cette grande région qui part de l'Égypte jusqu'au fin fond de la Mésopotamie, que nous reverrons dans un prochain chapitre, bien entendu, qui est une zone où il y a de très grands cours d'eau qui permettent d'avoir donc suffisamment d'eau pour nos besoins personnels et notre agriculture, qui permettent aussi finalement d'enrichir les sols, des sols qui sont eux-mêmes très fertiles, et donc les premières communautés se développent. Et rapidement, elles vont commencer à exploiter la terre, exploiter l'élevage, échanger leurs connaissances et leurs techniques avec d'autres tribus, ce qui fera le début finalement d'une forme de commerce, mais plutôt des échanges, on restera à ce niveau-là, soit un échange de matériaux, soit un échange de techniques, de personnes. Je vous rappelle qu'on est toujours dans cette idée que on n'a pas des notions de génétique, mais on se rend compte que si on reste toujours dans la même communauté, au bout d'un moment, ça s'affaiblit, qu'il y a un problème de dégénérescence. Donc, on échange des éléments régulièrement dans les communautés. Ça va permettre d'enrichir aussi le langage. Ça va permettre d'avoir des points communs avec des communautés qui vont commencer à partager des croyances, des techniques, des façons de faire. Et c'est ce qui sera la naissance des premières civilisations. Donc, ce croissant fertile, il est extrêmement important, puisqu'entre moins 10 000 et moins 7 000, c'est la naissance des premières grandes civilisations humaines et qui vont se structurer, c'est ce qu'on verra dans un deuxième temps. Donc on va voir exactement comment ça s'organise dans une prochaine leçon. Je vous remercie de votre écoute, je vous dis à très vite et passez de bonnes fêtes. Bonne fête de fin d'année, au revoir.